Il existe aujourd'hui trois sortes de prophètes. Tout d'abord, ce que je pourrais appeler les faux prophètes. Ce sont les prophètes qui prédisent l'avenir, non pas en fonction de la réalité qu'ils imaginent, mais en fonction de leur propre idéologie. Ils disent en général à peu près n'importe quoi, mais sont en général très bien suivis par le système politico-médiatique. L'exemple caricatural des faux prophètes est évidemment Bernard-Henri Lévy. Par exemple, il prophétisait qu'au moment du printemps arabe, si la France et l'Europe accompagnaient ce printemps arabe, un univers radieux allait s'ouvrir dans la paix, le bonheur, la joie de vivre, le multiculturalisme heureux. La France a suivi le faux prophète et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont désormais déstabilisés, sans doute pour quelques dizaines d'années, quand certains pays ne sont pas purement et simplement détruits, et tout cela au prix de centaines de milliers de morts. Le faux prophète avait été écouté, la France avait suivi le faux prophète, et nous en paierons le prix pendant longtemps. La seconde catégorie de prophètes sont les prophètes qui, eux, prédisent le passé. Si tante Gertrude avait été élue présidente de la République en 2002, il se serait passé ceci, 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 cela, et puis ceci, 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 cela, et donc aujourd'hui nous serions là. Ou bien, si oncle Gérard avait été Premier ministre de Sarkozy, il aurait fait ceci, 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 cela, ou bien ceci, 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 cela, et aujourd'hui nous en serions là. Alors l'avantage pour ces prophètes, c'est que personne ne pourra jamais discuter de ce qu'ils racontent, puisque c'est le passé. Donc ces prophètes n'ont pas un grand intérêt, avouons-le. Et puis il y a la troisième catégorie des prophètes, qui sont les vrais prophètes, les prophètes d'exception. Ceux qui disent et écrivent ce qui va se passer dans le futur, et que l'on peut vérifier de dizaines d'années en dizaines d'années, et l'on s'aperçoit qu'ils ont raison. L'exemple extraordinaire de ces vrais prophètes est donné par Jean Raspail, qui vient de nous quitter. Jean Raspail, l'extraordinaire prophète qui, dans une langue magnifique et dans un certain nombre de romans d'exception, a traduit l'évolution ou de la France ou du monde telle qu'il la voyait, et l'on s'aperçoit que de livre en livre, de chapitre en chapitre, tout ce qu'il a écrit se montre absolument réaliste. Son livre exceptionnel, connu évidemment et surconnu, Le Camp des Saints, traduit, écrit il y a un demi-siècle, traduit exactement ce qui arrive à la France depuis un demi-siècle. Et nous en sommes aujourd'hui, nous nous approchons tranquillement de la fin du livre. Tout ce qui est écrit correspond à ce qui s'est passé, et toute la fin du livre correspond probablement à ce qui se passera, sauf si bien sûr, un jour, la résistance arrive à triompher de ces forces de déconstruction qui favorisent l'invasion de la France par le tiers-monde, décrite dans ce fameux livre, Le Camp des Saints. Il nous faut rendre un vibrant hommage à Jean Raspail, qui a été un acteur majeur du monde de la résistance et qui nous a donné un message extrêmement fort: ne jamais cesser de résister pour que la France continue de vivre. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Notre ami Castaner a-t-il toute sa raison? En d'autres termes, est-il fou? La folie, c'est quoi? C'est finalement être totalement en dehors de la réalité et donc vivre en dehors du monde. C'est la définition, une définition primaire de la folie. Eh bien, lorsque le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, indique publiquement que l'émotion peut être supérieure à la loi, l'on peut se demander si M. Castaner a toute sa raison. Je voudrais donner deux exemples pour illustrer mon propos offensif. Premier exemple, le génocide arménien de 1915. Génocide décidé par les autorités turco-musulmanes. Et l'on a vu en Arménie des voisins musulmans rentraient dans la maison de leurs voisins chrétiens et égorger toute la famille chrétienne.
Ils étaient dans un registre émotionnel. Ça n'était pas vraiment un registre de la loi, c'était un registre de l'émotion. Mais puisque l'émotion peut être supérieure à la loi, l'on peut estimer, en triturant les choses, que les musulmans avaient probablement raison d'être émotionnellement meurtriers vis-à-vis des Arméniens. Cela a produit 1,5 million de morts chez les Arméniens, rien que ça. Si l'on prend l'exemple des Khmers rouges, les Khmers rouges, la libération de Phnom Penh par les Khmers rouges, ces jeunes adolescents qui assassinaient froidement dans la rue des gens qui étaient avec leur famille, tout simplement parce qu'ils étaient avec leur famille et qu'ils étaient sûrement des cadres de l'Ancien Régime. Ces jeunes adolescents, ou ces jeunes adultes, ou ces adultes, étaient livrés à leurs émotions. Et la loi ne prévoyait pas vraiment que les Khmers rouges assassinent toute la population cambodgienne. Et bien pourtant, les Khmers rouges ont assassiné froidement 2,5 millions, soit presque la moitié de la population du Cambodge. C'était leur émotion. Leur émotion était sûrement supérieure à la loi. On voit bien le délire dans lequel nous entraîne Castaner avec de telles assertions. Il ouvre des portes extraordinaires et permet à l'émotion débridée, comme on l'a vu si souvent dans l'histoire, de permettre finalement des choses abominables à très grande échelle. Et je téléphonais à ma tante Gertrude l'autre jour pour lui en parler, et elle me disait « Ah mon gars, avec un Castaner, on est vraiment mal parti, il faut qu'il se castaner. » Et je me suis dit, finalement, tante Gertrude a un gros bon sens qui me plaît beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. La pauvreté, la précarité, le chômage, l'écroulement de la France sur plein de sujets, la perte des valeurs morales, la perte des valeurs familiales, tout qui va mal, la France qui s'écroule, tout cela n'a aucune importance. La seule chose qui compte aujourd'hui est de combattre le racisme des forces de l'ordre. Ça, c'est vraiment fondamental. Et ce combat fondamental est mené par la famille Traoré, qui a d'ailleurs eu maille à partir avec la justice et la police, et ceci pouvant expliquer cela éventuellement. Et ce combat mené par les Traoré est mené évidemment avec l'appui du ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Nous sommes donc dans un combat des forces du bien, les traoristes, contre les forces du mal, les forces de l'ordre raciste. Voilà qui est véritablement le combat fondamental du jour. Le reste ne compte pas. Bon, nous sommes finalement dans une macronitude assez logique. Je suis macroniste, c'est-à-dire que je déstabilise par tous les moyens la France. Je suis donc dans mon rôle si je suis traoriste. Le traorisme marche avec le macronisme comme les deux doigts d'une même main. Jusqu'ici, tout va bien. Ce qui va beaucoup moins bien, c'est que tout d'un coup, Rachida Dati se transforme elle aussi en pleureuse antiraciste traoriste. Mais quelle mouche a piqué Rachida Dati de devenir macroniste traoriste au moment des élections? Alors là, a-t-elle déjà fait de la politique? On peut se le demander, car l'erreur est tout de même d'une grossièreté inimaginable. Eh bien oui. Finalement, nous nous apercevons comme d'habitude que l'on soit macroniste ou que l'on soit les républicains ou que l'on soit centriste ou que l'on soit à gauche ou à droite, finalement, dans tous les cas de figure, il semble qu'il soit très important d'être traoriste. Et franchement, cela pose quelques petits problèmes de compréhension pour les modestes citoyens que nous sommes, qui se disent véritablement que dans la classe politique, il n'y en a pas un pour racheter l'autre,
en tous les cas dans la classe politique dite de gouvernement. Nous sommes finalement dans un grand mouvement du tous en même temps, tous ensemble, qui baigne dans un macronisme absolu. Tout cela n'est pas très réjouissant, mais peut-être tout cela ne sera-t-il pas très durable. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Lorsque nous regardons attentivement une carte du monde et que nous examinons la situation de chacun des continents, nous pouvons nous apercevoir que sur la plupart des continents, de nombreux pays sont en train de connaître une situation particulièrement difficile et que beaucoup de pays sont en train de s'enfoncer dans une déconstruction dont on ne voit pas la fin. Sur les plans politiques, économiques, sociaux, moraux, religieux, culturels, les clignotants virent les uns après les autres au rouge avec, depuis quelque temps, une accélération extraordinaire de la couleur rouge. Nous pouvons donc nous demander si le monde n'est pas en train de vivre un véritable basculement, si nous ne sommes pas en train de vivre un moment particulier de l'histoire qui va se traduire par une déconstruction générale du monde tel qu'il était. Faisons un petit retour en arrière. La France avant la Seconde Guerre mondiale. Que se passait-il en France dans les années 1937, 38, 39 ? Un certain nombre d'esprits éclairés, pas si nombreux que ça, criaient leur crainte de voir la France s'écrouler et de voir un séisme mondial envahir le monde. Ces gens-là étaient considérés comme des fous furieux. Prenons l'exemple de Paul Reynaud. Paul Reynaud hurlait la vérité depuis des années. Il voyait les périls s'accumuler, mais finalement, la classe politico-médiatique était complètement assoupie et considérait que Paul Reynaud était un décliniste, était un pessimiste, était probablement pathologiquement malade et qu'il ne fallait surtout pas l'écouter. Eh bien, en 1939, la guerre est arrivée, la débâcle a eu lieu en 1940 et le monde tel qu'il était s'est véritablement écroulé pendant quelques années. En réalité, Paul Reynaud avait parfaitement vu les choses, mais avait été totalement ostracisé par le système. Nous voyons bien qu'il faut que le monde de la résistance continue de hurler à temps et à contre-temps la vérité. Et à cet égard, TV Liberté joue un rôle phare, un rôle absolument fondamental. Il faut que des organismes, des institutions, des sociétés, des associations, des hommes politiques, il faut continuer à hurler la vérité et à ne jamais abandonner la résistance, sous peine de voir la France que nous aimons tant disparaître un beau jour pour de bon. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Nous assistons actuellement à un match absolument affolant, à un match absolument ahurissant qui oppose le président de la première puissance mondiale à un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui a décidé de pratiquer une censure vis-à-vis du président de la plus grande puissance mondiale. Le fameux chef d'entreprise est le responsable de Twitter. Que dit ce beau garçon, qui n'est pas si beau que ça d'ailleurs? Le responsable de Twitter dit « Je suis un philosophe, je suis un intellectuel, je suis un moraliste, je décide, moi, responsable de Twitter, ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Je promeus mon ordre moral mondial. Je décide donc de censurer tous ceux qui agissent contre ce que j'estime être le bien et pour ce que j'estime être le mal. »
Nous sommes dans le cadre de cette affaire Twitter et de son petit dirigeant, qui n'est finalement qu'un modeste chef d'entreprise, même s'il est richissime. Nous sommes dans un cas tout à fait extraordinaire d'un chef d'entreprise qui estime être le maître du monde sur le plan politique. Je dois diriger au-dessus de M. Trump le monde. Sur le plan philosophique, je décide ce qui est bien, ce qui est mal, j'ai mon ordre moral. Qui se prend pour un grand intellectuel, je suis un grand intellectuel. Nous sommes dans une logique absolument effrayante d'un simple marchand, certes richissime, certes intelligent, qui décide de se transformer en maître du monde. Or, jusqu'à nouvel ordre, un chef d'entreprise n'est qu'un chef d'entreprise. Et en fait, cette affaire traduit parfaitement la vocation autodécidée par les chefs d'entreprise des plus grandes entreprises mondiales de diriger le monde en étant des marchands richissimes de marchandises et en transformant les personnes en individus consommateurs des dites marchandises. Le monde se divisant en deux, des marchands richissimes, dirigeants des armées d'esclaves individus devenus simples consommateurs de leurs marchandises. Nous sommes là dans le paysage peu réjouissant d'un espèce de TGV qui nous entraîne vers une modification radicale de ce qu'est une personne humaine, qui n'est pas du tout simplement un consommateur individuel de base. Et donc, nous assistons à une sorte de destruction de la personne par des marchands mondiaux, mondialistes, libertaires, d'un libéralisme libertaire absolu, très gauchisant bien sûr, par définition, qui ont décidé de mettre leur mainmise complète sur le monde. C'est ce que l'on appelle une dictature, certes une dictature qui peut paraître douce, c'est la dictature du libertarisme mondialiste dirigé par de grands chefs d'entreprise richissimes. Je pense que le XXIe siècle traduira notamment un combat entre ces pseudo-dirigeants mondiaux et les personnes qui décident véritablement de conserver toute leur personnalité avec toute la beauté qui entoure la personne, que l'on ne peut évidemment en aucun cas réduire à un simple objet de consommation qui consomme et qui est consommé. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine.